Suis-je le trou de balle parce que je refuse à nouveau de garder mes neveux gratuitement? J'ai 29 ans, je suis une femme et je n'ai pas d'enfant par choix. Ma sœur, C, a 27 ans et 2 garçons de 3 ans et demi et 2 ans. Nous vivons proches l'une de l'autre et je suis dans leur vie depuis le début. Nous sommes la seule famille l'une de l'autre car nous venons tous d'une famille brisée et dysfonctionnelle. J'aime les garçons, mais ils demandent beaucoup de travail, surtout en plus de ma propre carrière dans le social et mes raisons personnelles de ne pas vouloir d'enfants. Je les garde, aide, babysit, probablement 10 à 20 heures par semaine actuellement, ce qui est beaucoup. Et ça devient épuisant. Les moments où on a eu besoin de moi ont lentement augmenté. Et depuis environ les 7 derniers mois, c'est comme ça. Au début, c'est chercher un emploi à temps partiel, elle a des formations obligatoires pour toucher le chômage, faisait occasionnellement des soirées cinéma avec des amis, ce genre de choses, ce qui m'allait. Maintenant, je passe la majeure partie de mon temps libre chez eux. Dernièrement, la raison, c'est que la mère de la meilleure amie de C est en train de mourir et que C a besoin d'être présente. C'est une mère célibataire et je comprends que ce soit dur. Mais récemment, j'ai l'impression qu'elle se sert de moi et je vois rarement mon fiancé puisque nous travaillons tous les deux avec des horaires décalés qui changent tout le temps. Parfois, quand elle me demande de les garder et que j'ai d'autres projets, C m'envoie un message vocal avec les garçons en train de pleurer, disant qu'ils s'ennuient de moi, me faisant culpabiliser, disant que c'est vraiment dommage, que je me soucie plus de moi-même que d'eux. Ça, c'est problématique, hein, ce genre de choses. C'est... un instrumentaliste des gosses, quoi. Bref, continuons. C'est pas la fin, vous allez voir. C'est encore plus beau après. Elle me dit qu'elle demanderait à quelqu'un d'autre, si elle avait quelqu'un d'autre à qui demander. Elle dit des choses vraiment méchantes sur le fait que je suis égoïste de vouloir profiter d'un rendez-vous amoureux, alors que elle doit choisir entre ses enfants et la mère mourante de sa meilleure amie. Je pourrais supporter si ce n'était que ça, mais maintenant ça affecte aussi les fois suivantes où on se voit. Quand j'arrive, la maison est en désordre, il n'y a rien à manger et, par hasard, c'est un jour, par hasard entre guillemets, c'est un jour où il faut leur faire prendre une douche / un bain. Ou encore, C mentionne tranquillement que je dois préparer un sac de sport ou quelque chose de similaire pour eux pour le lendemain. Ces petits trucs bizarres en plus qui sont clairement de la vengeance. La première fois que c'est arrivé, j'ai supposé qu'elle serait reconnaissante, que je l'aide comme je pouvais, mais que ce ne serait pas un problème si je n'avais pas le temps de tout faire. On m'a très vite prouvé le contraire. Avant de rentrer, elle m'a demandé tranquillement si j'avais fait les choses en plus. Et quand il s'est avéré que ce n'était pas le cas, pas tout en tout cas, elle devait soudainement, entre guillemets, rester un peu plus longtemps. C'est arrivé plusieurs fois et j'ai honte d'admettre qu'il m'a fallu trop longtemps pour comprendre ce qui se passait. J'étais juste contente qu'elle me tienne au courant de son heure d'arrivée estimée. Elle ne le faisait généralement jamais. Une autre chose qu'elle fait par vengeance, en tout cas c'est mon impression, mais c'est peut-être une interprétation de mon moi épuisé, c'est de ne pas préparer le repas pour les enfants, ou même ne pas me laisser d'argent. Quand je vais au magasin, elle promet de me rembourser, mais vous devinerez, elle essaye de me faire culpabiliser pour que je dise qu'elle n'a pas besoin de me rembourser. Elle n'a pas non plus tenu parole sur certaines choses qu'elle m'avait promises, disant qu'elle n'a pas envie de faire des choses pour moi si je ne peux pas l'aider avec les garçons. Les excuses et les rétropédalages sur ces choses commencent immédiatement si je ne fais pas exactement ce qu'elle veut. Dernier exemple, j'ai demandé à lui emprunter une robe pour un mariage parce que je ne voulais pas en acheter une et qu'on s'était toujours emprunté nos vêtements et elle a accepté. 4 jours avant le mariage, comme je n'avais pas pu venir aussi vite qu'elle le voulait sur un court préavis, au moment où elle m'a demandé rapidement, elle m'a dit que je pouvais oublier pour la robe, qu'elle avait oublié et qu'en fait elle en avait elle-même besoin. J'ai dû en acheter une en panique. Le mois dernier, elle m'avait promis de venir me chercher, après que j'ai laissé ma voiture pour un entretien au garage, et elle ne s'est pas montrée. J'étais coincée. Elle a mis plus de 2h30 à répondre au téléphone et à venir. Elle a eu aussi l'audace de souffler et de râler sur le fait que c'était vraiment pas pratique pour elle de devoir venir me conduire. Désolée que ce soit si long, mais ça m'a retourné d'écrire ça et de voir ce que je supporte. Je suis vraiment un paillasson. Ça, en fait, c'est une expression anglaise, I'm a doormat.
qui se traduit par je suis un paillasson, parce que dans le maths c'est un paillasson. Donc c'est vrai que le fait de dire je suis un paillasson en français ça sonne un petit peu bizarre, en tout cas c'est pas une expression qui existe, mais en anglais c'est extrêmement courant, c'est vraiment une expression usuelle, très utilisée. Donc hier, je lui ai dit que je ne pouvais pas venir aujourd'hui quand elle a appelé en ayant désespérément besoin, entre guillemets, que je garde les garçons pour la soirée. Et quand elle a commencé sa tirade sur le fait que j'étais égoïste, j'ai craqué. Je lui ai dit de la fermer et d'écouter. Que si elle pensait vraiment que j'étais un être humain aussi horrible et aussi égoïste, elle avait 2 options. Soit elle arrêtait de compter autant sur moi et de laisser ses enfants être exposés à mon égoïsme, soit j'allais vraiment commencer à être égoïste et je ne les garderai plus jamais gratuitement, que je ne ferai plus rien sans être compensée. Elle a raccroché sans rien dire. Après avoir arrêté de trembler, je déteste la confrontation comme vous pouvez l'imaginer, j'ai commencé à vraiment paniquer, parce que j'ai l'impression que je viens de perdre le dernier membre de ma famille qu'il me restait. Mon fiancé m'a dit que ça devait arriver depuis longtemps, et que j'aurais dû m'affirmer depuis des années. Mais il est partial parce qu'il m'aime. C'est justement parce qu'il t'aime que tu devrais l'écouter. Je n'ai pas vraiment le temps d'avoir de vrais amis en dehors de mes collègues de travail, donc je ne sais pas à qui d'autre demander si je viens de faire la plus grosse erreur de ma vie. Si je ne revois plus jamais mes neveux. Et si j'avais juste continué encore un peu et qu'elle s'était calmée toute seule. Suis-je un trou de balle pour lui avoir dit de choisir entre mes 2 options ? Petite édite de la part de la narratrice. Mes 2 exemples donnent l'impression que je lui demande souvent des choses ou que j'ai besoin d'elle, ce qui n'est pas le cas. Les promesses qu'elle ne tient pas peuvent être aussi simples que d'avoir de la nourriture pour les garçons quand je suis avec eux. La robe et le fait de me laisser sans moyen de rentrer sont juste des événements précis qui étaient plus faciles à expliquer. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas représentatif. Alors avant de passer aux mises à jour, je vais déjà faire un premier commentaire, donner une première fois mon avis. Je vais commencer par le plus petit, c'est-à-dire ce petit edit là, où elle se justifie des 2 exemples qu'elle vient de donner. Alors, elle le fait probablement en réponse à des commentaires qui ont été laissés, mais c'est assez typique le fait des personnes qui sont victimes d'abus et qui sont manipulées et gaslightées depuis longtemps et depuis des années, et là en l'occurrence avec sa sœur c'est le cas. C'est assez typique en fait où dès qu'elle cherche à s'affirmer un petit peu, tout de suite après elle culpabilise, elle se sent coupable parce que ça fait des années qu'on les fait se sentir coupables de respirer le même air que l'autre, n'est-ce pas ? Donc tout de suite elles se sentent coupables et tout de suite, très rapidement en fait vient le besoin de se justifier, le besoin de se déculpabiliser, de respirer le même air que les autres. Donc ça pour moi c'est ce que ça dit. Donc clairement là on est dans une relation abusive, je suis désolée pour le bruit d'aspirateur derrière, je peux malheureusement rien y faire. Donc là on est clairement dans une relation abusive avec sa sœur, et en fait ce qui fait que sa sœur a autant de pouvoir sur elle, c'est cette impression que si elle coupe les ponts avec sa sœur, elle va abandonner le dernier membre de la famille qui lui reste. Et ça c'est évidemment pas possible pour elle, enfin en tout cas très très difficile, parce que dans ce cas elle sera seule au monde. En tout cas c'est l'impression qu'elle a, qu'elle sera seule au monde, elle le dit à un moment donné. Sauf que déjà d'une, non, elle ne sera pas seule au monde parce qu'elle a son fiancé, elle a quand même quelques amis aussi, et surtout, il vaut mieux être seule que mal accompagnée, et là ce que sa sœur lui fait vivre c'est un enfer. Il y a quand même plein de points qui montrent très clairement une relation absolument abusive. Déjà le fait qu'elle instrumentalise des enfants, ça c'est extrêmement grave, surtout pour des enfants si jeunes, parce que eux ce qu'ils apprennent c'est que c'est ça la bonne manière de faire. À cet âge-là, en tout cas c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre. La culpabilité permanente, le harcèlement, le fait de se venger, ça c'est les 2 plus gros red flags, je pense que c'est ça, c'est le fait d'instrumentaliser les enfants et le fait de se venger en lui faisant des choses à faire, le fait de lui mentir, de ne pas tenir ses promesses. On est clairement dans une relation extrêmement abusive avec une personne qui a un mode de fonctionnement extrêmement toxique. Et je serais très étonnée si la narratrice était la seule victime de cette personne, de C. Vraiment très étonnée.
parce que ça démontre quand même d'un mode de pas uniquement de certains comportements, mais d'un véritable mode de fonctionnement qui en plus fonctionne, ça marche depuis des années, enfin, depuis 7 mois. Depuis 7 mois, ça marche. Donc voilà, et la chose que je peux te dire déjà, c'est que ça va être pire avant d'être mieux. On va le voir. Mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, je vais essayer d'être concise. Pendant les premières 24 heures, après lui avoir posé cet ultimatum, j'ai décidé de ne pas répondre à ses appels, ni à ses messages pour la laisser se calmer. Je vais faire pause, je reprendrai quand l'aspirateur sera terminé. On l'entend encore, mais ça devrait être quand même beaucoup moins fort, j'ai fermé la porte. Donc on reprend. Pendant les premières 24 heures, après lui avoir posé cet ultimatum, j'ai décidé de ne pas répondre à ses appels, ni à ses messages pour la laisser se calmer. T'imagines ? Elle a appelé 77 fois et envoyé plus de 100 messages et vocaux. La plupart consistaient à me traiter de personne horrible qui abandonne sa famille. Ben voyons. Avec l'aide de mon fiancé, j'ai défini quelques règles pour l'avenir, au cas où elle reviendrait à la raison et accepterait mes conditions. N'y compte pas trop. Je voulais qu'elle soit prête, même si cela semblait peu probable. J'ai posé des limites comme garder les enfants jusqu'à 3 fois maximum sur 2 semaines, pas plus de 4 heures à la fois. Les repas doivent être fournis, pas de bain, pas de coucher et je ne dépense pas d'argent. J'ai reçu des messages d'un numéro inconnu. Mon fiancé pense que c'est une appli ou quelque chose du genre, me disant à quel point j'étais une sœur horrible parce que, maintenant, ils doivent regarder leur mère mourir seule sans que C soit là pour la soutenir. Oh là là. Vu mes soupçons précédents et les similarités dans le langage, je pense que c'était ma sœur se faisant passer pour son amie. Non mais vous vous rendez compte quand même le niveau de manipulation et de perversité de la part de la sœur pour se faire passer pour son amie dont la mère est mourante, uniquement pour pouvoir encore plus venir culpabiliser la narratrice. Non mais c'est vraiment... c'est limite pathologique, là, c'est pas possible. J'ai parlé à ma supérieure vendredi après-midi et lui ai demandé son avis. J'ai d'abord demandé si c'était ok de parler de choses personnelles et elle a été super. Je ne travaille pas avec des enfants et la protection de l'enfance n'a jamais fait partie de mon travail, donc je voulais vérifier avec quelqu'un de plus expérimenté. Nous avons fait un signalement ensemble concernant C. Ça, c'est une excellente chose. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que une personne qui est capable d'aller aussi loin dans la manipulation et la perversité, comment on peut garantir que ces enfants sont en sécurité ? Déjà, les instrumentalisent déjà de toute façon, donc leur sécurité émotionnelle en tout cas n'est clairement pas assurée. Mais bon. Ma supérieure a dit que c'était mieux de le faire, surtout maintenant que la situation s'est aggravée et qu'elle pourrait se venger en s'en prenant aux enfants d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle n'a visiblement pas de limites. Ouais, ça c'est bien possible. Je vais probablement lui laisser la semaine prochaine pour se calmer avant de reprendre contact. Et selon le contenu des messages vocaux, d'ici là, je verrai si je la contacte ou pas. S'ils sont toujours aussi violents, je ne répondrai probablement pas du tout. Ça me rend incroyablement triste, mais j'espère que les garçons auront un environnement plus stable sans moi, puisqu'elles les utilisent comme des pions contre moi. N'y compte pas trop, hein. Une personne qui a un fonctionnement comme ça, avant qu'elle se remette en question, il va en falloir. Et à partir du moment où elle a pu les instrumentaliser plusieurs fois et où ça a fonctionné plusieurs fois, elle n'a absolument pas de raison de ne pas continuer. Je viens de remarquer que mon trépied est un peu tourné, donc je le remets droit. Voilà, on peut reprendre. Au fait, mon fiancé vous dit bonjour et veut que tout le monde sache qu'il est là pour moi et que je ne suis pas vraiment un paillasson à ce point. Juste avec C et pour une raison quelconque. Parce que c'est ta seule famille, tout simplement. Je regarde pour un suivi psy via mon travail. Ça, c'est une excellente chose. C'est trop cher de ma poche. Oui, on peut comprendre. Donc, effectivement, quand on a été victime, comme ça, d'une personne perverse et probablement narcissique, c'est très important de se faire suivre parce que même si on ne s'en rend pas compte sur le coup, même si on a l'impression, une fois qu'on en est sorti, que tout va bien, souvent ces personnes elles font des dégâts dans notre estime de soi de manière très 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 profonde
et il nous faut beaucoup de temps pour nous en remettre. Donc c'est très très important de se faire aider, et je trouve que la narratrice a un excellent réflexe d'aller voir une psy. Merci pour les messages et au coup de pied dont j'avais manifestement besoin. Pour une raison quelconque, j'étais devenue aveugle au comportement de ma sœur et je me préoccupais uniquement de savoir si j'allais perdre les garçons dans ma vie. Je ferai peut-être une autre mise à jour quand et si je reprends contact avec elle, si ça intéresse des gens. C'est intéressant là ce qu'elle dit. Pour une raison quelconque, j'étais devenue aveugle au comportement. C'est pas pour une raison quelconque, c'est la résultante de la manipulation qu'elle a subie. Elle devient aveugle au comportement de sa sœur parce que, elle l'a dit au tout début, c'est venu petit à petit. Au début c'était très occasionnel et en fait c'est monté en grade petit à petit. Et les mécanismes de manipulation fonctionnent comme ça. Et c'est exactement pour ces raisons qu'une personne qui n'est pas sous emprise va tout de suite se rendre compte quand une personne se comporte de manière abusive vis-à-vis d'une autre. Alors que la personne qui est abusée, souvent elle est tellement dedans qu'elle ne voit pas. Et ça fait partie en fait de le fait de monter là de manière progressive, ça fait partie des techniques qui permettent aux manipulateurs de conserver une personne sous emprise sur des longues périodes, parce que la personne n'est plus en capacité de se rendre compte qu'elle est sous emprise. C'est toujours plus facile de regarder la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le nôtre. Ben là c'est exactement la même chose. C'est exactement le même processus. Donc évidemment qu'elle était devenue aveugle au comportement de sa sœur, et puis c'est sa sœur, c'est sa seule famille en plus, donc il y a un attachement affectif, il y a un affect qui est très très fort, et l'affect vient très souvent, nous donne un très très bon instinct à suivre, mais vient aussi parfois brouiller notre jugement. Nouvelle mise à jour le 22 février. J'ai reçu des messages privés demandant des nouvelles. J'avais posté une mise à jour en commentaire ce week-end, je la mets ici aussi pour que ce soit plus visible. C'est une mise à jour peu passionnante, mais mon fiancé a débloqué C pendant quelques heures pour voir si elle envoyait toujours des messages insultants, et la réponse est nette. Oui. Les services de protection de l'enfance m'ont appelé pour demander plus d'informations que j'ai fournies. Ils voulaient des dates précises et des preuves. Et j'ai envoyé beaucoup de captures d'écran et de messages avec C. J'ai choisi de faire le signalement en mon nom, car je pensais que ça lui donnerait plus de crédibilité. Et d'une certaine manière, ça m'a aussi semblé être une forme de punition pour moi, de mettre mon nom, surtout après avoir attendu si longtemps. Ma sœur saura forcément que c'est moi, et je devrais en assumer les conséquences. Donc on revient dans cette notion de culpabilité d'une personne qui a été abusée pendant longtemps, et pour qui cet abus est devenu sa norme, son mode de fonctionnement, s'excuse de respirer le même air que les autres. Et là, on est là-dedans. Elle fait la bonne chose, elle fait ce qu'il faut pour protéger ses enfants, mais elle culpabilise, elle a l'impression d'être elle-même violente et de elle-même faire du mal en protégeant les enfants. Alors oui, assez ça va lui faire du mal, mais comme on fait son lit, on se couche. Donc en fait, c'est une récolte que ce qu'elle a semé. Et en fait la narratrice fait la bonne chose, mais ça génère une culpabilité parce qu'elle a passé tellement de temps à s'excuser de respirer que du coup faire autre chose, en faire plus, lui donne l'impression d'être la mauvaise et d'être la méchante. Et ça fait partie des mécanismes chez les personnes abusées qui sont très très difficiles à rompre. On a toujours l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est un peu de notre faute aussi. Donc c'est tout à fait cette réaction là c'est ma punition de le faire en mon nom parce que je mérite d'être punie. C'est un mode de fonctionnement qui est absolument typique des personnes qui ont été abusées, qui ont été dans des relations abusives et pendant très longtemps. Et les relations abusives, ce ne sont pas forcément des relations de couple, ça peut être aussi des relations parents-enfants, mais ça peut être aussi des relations de fratrie, et ça peut être aussi des relations d'amitié. Ça existe. Tout type de relation peut être abusive, pour peu qu'elle soit avec une personne qui est abusive. J'ai un rendez-vous en visio avec une psychologue via mon travail, et ça s'est très bien passé. J'ai déjà des exercices sur les limites. Génial, ça va vite, mais elle m'a expliqué qu'ils sont formés pour avancer rapidement, car on a généralement droit à 5 séances, et il doit y avoir des progrès dans ce laps de temps. Et oui, parce que comme c'est payé par le travail. Donc, malheureusement, ils ne peuvent pas aller dans la dentelle et ils sont obligés d'aller vite. Je n'ai pas eu de nouvelles de C ni des enfants, à part les messages insultants.
J'ai un peu honte de dire que je suis passée en voiture devant chez elle plusieurs fois, juste pour voir si tout semblait normal, et c'était le cas. J'ai discuté avec mon fiancé après qu'un commentaire a suggéré que les enfants pourraient avoir été placés et nous a demandé si on envisageait de les accueillir. Non, nous ne voulons pas d'enfants et ça a toujours été clair. La vie quotidienne avec des enfants nous semble franchement horrible. Rien ne nous attire là-dedans. Nous ne voulons même pas d'animaux. On finirait par en vouloir à la situation et on se perdrait là-dedans. Ça, c'est particulièrement difficile, mais je trouve ça très courageux de la part de la narratrice. Non, nous ne voulons pas d'enfants. Nous ne voulons pas même pas d'animaux. La vie quotidienne avec des enfants nous semble franchement horrible. On finirait par en vouloir à la situation, ils finiraient même par en vouloir aux enfants malgré eux. Hein? Si vous ne voulez pas d'enfants, si vous n'avez jamais voulu d'enfants, accueillir les enfants de quelqu'un d'autre, c'est un vrai sacrifice. Alors, parfois, pour les enfants, c'est clairement la meilleure solution, hein, parce que l'aide sociale à l'enfance n'est pas toujours bien traitante, pour rester poli et gentil, n'est-ce pas ? Mais si on n'a jamais voulu d'enfant, si on sait d'avance, et elle sait d'avance, elle est bien placée pour le savoir, ça fait plus de la moitié d'une année qu'elle passe entre 10 et 20 heures par semaine avec ses neveux. Donc elle est bien placée pour le savoir. Mais si vous savez que vous ne voulez pas d'enfant et que vous ne voulez pas de cette vie-là, c'est bien de pouvoir d'arriver à assumer ses choix. Je ne sais pas trop s'il y aura d'autres mises à jour après ça. Si, il y en a d'autres. Sauf si le contact reprend. Mais honnêtement, j'ai peur de lui écrire quoi que ce soit. Elle ne fait qu'insulter. Je ne pense même pas qu'elle lirait vraiment. Autre mise à jour, le 26 février, donc on est une semaine plus tard. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire, 30 ans, journée de travail normale. En rentrant, ma sœur m'attendait. Mon fiancé n'était pas encore rentré. Ouf. C'est m'a souhaité bon anniversaire et avait l'air, entre guillemets, normal, au début. Mais quand je n'ai pas réagi comme d'habitude, attentive à lui demander comment l'aider, elle s'est agacée. Elle a dit qu'elle avait toujours su que je n'aimais pas les enfants et que j'étais jalouse de ne pas en avoir, que j'avais essayé de les faire m'aimer plus pour ensuite faire de faux signalements et obtenir leur garde. J'ai ri, tellement c'était absurde. Ça c'est pareil, hein, c'est typique des personnes abuseurs, en fait, qui vont recourir au mensonge et donc au gaslighting. Le gaslighting, c'est le fait de faire croire qu'une chose en est une autre, pour pouvoir tromper, pour pouvoir perdre, pour que la personne en fait qui est abusée soit confuse, ne sache plus quelle est la réalité et donc soit plus facilement manipulable. Donc c'est une technique classique. Elle est en train de nous sortir tout le catalogue des techniques classiques du pervers narcissique, la sœur. J'ai ri tellement c'était absurde. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant et que je ne prendrais pas les siens, même si on me les proposait. C'était peut-être dur, mais j'étais épuisée. La réaction de la narratrice de rire, c'est une réaction qui est extrêmement saine à ce moment-là. Parce qu'en fait, le fait de rire montre qu'elle est sortie du jeu, ça y est. Elle est sortie du jeu, et donc en fait, parce que si elle avait argumenté, si elle avait cherché à répondre en argumentant, elle était encore dans le jeu. Et à partir du moment où tu es dans le jeu, avec une personne qui est perverse narcissique, en tout cas, ça y ressemble quand même très très fort. Je suis pas moi-même psy, donc je suis pas habilitée à poser un diagnostic, mais quand même... Bref, ça y ressemble quand même beaucoup. En tout cas, avec une personne qui a un fonctionnement comme ça. Abuseur très fort. À partir du moment où tu vas rentrer dans l'argumentation, même si c'est un tout petit peu, même si c'est pour contredire, même si tu as de très bons arguments, t'as déjà perdu. Parce que à partir du moment où tu rentres dans l'argumentation, la personne qui abuse, l'abuseur, va te pomper ton énergie, va retourner, va mentir, va user de toute la mauvaise foi possible et imaginable, va faire tout le fameux gaslighting dont je parlais tout à l'heure, pour retourner la situation, pour te faire croire que ce qui est rouge est bleu, pour te faire croire que les vessies sont des lanternes, pour te mettre le doute d'une manière ou d'une autre, et lui il va continuer d'argumenter, il va pas s'arrêter d'argumenter, parce que à chaque fois qu'il argumente, à chaque fois que tu re-argumentes derrière, tu lui redonnes de l'énergie, donc toute cette période d'argumentation qui toi t'épuise, lui ça le nourrit, l'abuseur. Donc le fait de rire, c'est une réaction extrêmement saine qui montre que ça y est, elle voit clair en fait, et elle est sortie du truc. Là, la seule chose qui pourrait les faire re-rentrer, c'est la menace physique. Voilà. C'est la peur pour sa vie.
Hein, dans les relations violentes, très souvent c'est à ce moment-là, hein, que l'abuseur devient physiquement violent, parce que c'est le dernier recours. Et en devenant physiquement violent, là il brise la volonté de la personne et peut recommencer ses manipulations. Ça c'est Ryder qui grogne. Ryder, chut. Elle s'est encore plus énervée. Donc forcément, elle va devenir de plus en plus agressive à partir de ce moment-là, disant à quel point les enfants allaient souffrir en pensant que je les avais abandonnés. J'ai compris que je ne gagnerais pas. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Elle a compris qu'en fait ça ne sert absolument à rien. On peut pas discuter dans ce genre de situation. Juste, je m'épose le temps de calmer mon chien. Bon, j'espère que ça va s'arrêter encore un moment. Donc elle s'est encore plus énervée, disant à quel point les enfants allaient souffrir en pensant que je les avais abandonnés. J'ai compris que je ne gagnerais pas, alors je lui ai juste demandé pourquoi elle était là et où étaient les enfants. Elle a dit que ça ne me regardait pas, qu'elle était venue pour me dire que je ne les reverrais plus jamais. Je m'y étais préparée, donc je n'ai pas vraiment réagi, ce qui l'a encore plus énervée. Et oui, hein, elle voit que là ça marche plus, toutes ces techniques, elle est en train de te sortir toutes ces techniques habituelles les unes après les autres. Là tu vois, elle déroule le listing de toutes les techniques, et plus elle voit que ça ne marche pas, plus elle est désemparée, et donc plus elle a recours à la colère et à l'énervement. Je ne serais pas surprise, là j'ai pas lu donc je connais pas la suite, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait une agression physique derrière, vraiment ça m'étonnerait pas. Elle a essayé de m'attraper, voilà, c'est la phrase suivante. Mais j'étais à environ 2 mètres, donc j'ai pu courir dans l'immeuble et fermer la porte derrière moi, qui se verrouille automatiquement. Elle m'a suivi, alors j'ai crié à travers la porte que j'appellerais la police si elle ne partait pas. Elle a donné un coup dans la porte et est partie. Bon ben voilà, l'agression physique qui arrive juste derrière. Ils sont tellement prévisibles. Je suis montée à l'appartement et me suis assise par terre. Je tremblais tellement que je ne pouvais pas écrire. Alors j'ai fait un enregistrement vocal pour garder une trace, au cas où je devrais contacter la police ou un avocat. Encore 20 minutes plus tard, j'ai entendu la serrure. Et j'ai eu très très peur, avant de comprendre que c'était mon fiancé. Il a paniqué en me voyant, je lui ai tout raconté. Il a dit qu'on devait porter plainte et prévenir aussi les services de protection de l'enfance du comportement de C. Ça me fait encore bizarre de la signaler, parce qu'on a vécu bien pire enfant, et personne n'a jamais rien signalé. Mais il m'a demandé si je le ferais dans mon travail, si c'était une autre famille. J'ai répondu que ce n'était pas comparable. Mais oui, probablement. Je n'arrive pas à dormir. Je m'inquiète pour le signalement à la police, pour ce que je dois dire au service. Je vais tout expliquer et ils décideront de ce qui est pertinent. Les services nous ont dit, lundi, que ma sœur faisait l'objet d'une enquête et m'ont donné les coordonnées de la personne en charge. Donc ce sera plus simple. Mise à jour 1 mois plus tard, le 27 mars. Désolée pour le délai. J'essaie de m'occuper, heure sup au travail, parce que les garçons me manquent. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis que ma sœur a frappé à la porte. Les services de protection de l'enfance ont repris contact plusieurs fois. Et comme nous avons indiqué que nous ne pouvions pas accueillir les enfants sauf nécessité absolue, ils nous donnent moins d'informations. On est un peu mis à l'écart maintenant. Une audience au tribunal familial est prévue le mois prochain. On hésite à demander si on peut y assister, mais je pense que ce ne sera pas possible, surtout qu'on ne fait pas partie de la solution. Concernant les enfants, j'ai accepté que je ne les reverrai probablement jamais. J'espère pouvoir garder un moyen de les retrouver plus tard quand ils seront plus âgés ou auront leur propre téléphone. L'enquête est toujours en cours. Avant qu'ils arrêtent de nous donner des détails, il semblait probable qu'un placement temporaire soit nécessaire. Ma sœur a manqué des rendez-vous obligatoires, n'était pas joignable, et au moins une fois, elle est revenue chez elle sans les enfants alors que les services passaient. Ce qui a révélé qu'ils étaient restés seuls à la maison. Ils m'ont demandé si je savais où elle était, mais je n'avais plus de contact. Elle a dit qu'elle était partie déposer quelque chose dans la rue d'à côté. Pendant moins de 3 minutes, les services n'y ont pas cru. Si on ne peut pas accueillir les enfants, c'est surtout pour des raisons de santé. J'ai une maladie chronique et mon fiancé est en fauteuil roulant. On vit dans un T2 et installer des lits pour les enfants rendrait le logement inaccessible. Et on ne veut pas d'enfants, donc là encore elle se justifie. C'est dur de sortir de ce cycle de la justification permanente, parce que c'est là-dedans que les abuseurs nous mettent, hein, donc ça va lui prendre du temps pour arriver à en sortir. Je ne pense pas être une bonne mère, et je ne peux pas attendre ça de mon fiancé non plus. J'espère que les garçons sont assez jeunes pour être placés facilement, temporairement ou définitivement. Ça me brise le cœur, mais je ne peux pas faire autrement. Merci pour votre soutien.
On a une dernière mise à jour, 5 mois plus tard. Vous pouvez regarder l'historique de mes posts pour le post original et la mise à jour, ça devient trop long si j'essaie d'en faire un résumé ici. La dernière fois que j'ai donné des nouvelles, c'était fin mars. À ce moment-là, je ne savais pas comment la procédure de garde allait se passer au tribunal familial. Elle était prévue pour avril. Apparemment, la dernière date d'audience est arrivée, puis passée, sans que ma sœur soit présente. Elle n'a même pas prévenu, elle ne s'est simplement pas présentée. Elle ignore, comme si, en ignorant le problème, il allait disparaître, en faisant semblant que ça n'existe pas. Ça n'allait pas exister. Ça aussi, c'est assez typique des personnes perverses narcissiques. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à chercher à réécrire la réalité en fonction de ce qui les arrange, et donc à ignorer tout ce qui les dérange, à faire comme si ça n'existait pas, en se disant que ça va finir par disparaître. Et très souvent, ça marche en plus. C'est ça le pire, c'est que ça marche. En tout cas pour elles, ça marche. C'est-à-dire que très souvent, c'est leur entourage qui paye les conséquences, en fait, de tout ce qu'elles ignorent. Parce qu'elles continuent d'ignorer, continuent de faire comme si tout allait bien. Et ça marche terriblement. C'est l'entourage qui en paye les conséquences, très souvent. C'est l'entourage qui paye les conséquences, pas la personne concernée. En tout cas, pas directement, pas tout de suite. Voilà. Donc elle continue, puisque ça marche, elle continue, forcément. La date suivante a été fixée à fin juillet, et ils ont prévu des amendes si elle ne se présentait pas encore une fois. Il m'étonnerait qu'elle se présente, sauf si elle a eu un gros rappel et un déclic, mais elle a l'air quand même très loin. Hein. Ils lui ont aussi envoyé une lettre recommandée lui indiquant que si elle n'était pas présente, l'affaire pouvait quand même avancer. Ils voulaient s'assurer qu'elle n'essayerait pas simplement de retarder la procédure en restant absente. Les garçons ont été placés ensemble dans une famille, et ils ont repris contact avec nous en voulant qu'on les rencontre. Ils ont maintenant 4 ans et presque 3 ans. Cela fait plusieurs semaines, environ 10, qu'on ne les avait pas vus, et ils étaient timides au début. Mais je pense qu'au moins l'aîné nous a reconnus. Ils étaient réservés et calmes, mais j'estime qu'ils ne sont pas encore vraiment installés. Cette famille prévoit de les garder aussi longtemps que nécessaire, et j'en suis soulagée. Ils avaient l'air en meilleure santé, ils avaient pris un peu de poids, et globalement leur teint était meilleur, ce genre de choses. Je n'avais même pas remarqué qu'ils n'avaient pas bonne mine, mais maintenant, avec l'amélioration, la différence est évidente. Donc encore une fois, c'est toujours plus facile de voir les choses quand on se tient un peu plus loin d'elles. Elle avait tellement le nez dedans qu'en fait, elle les a vus se dégrader petit à petit, donc elle ne voyait même pas en fait. Et c'est uniquement, une fois qu'ils sont là, de toute façon, les services sociaux n'auraient pas placé les enfants uniquement avec une mère manipulatrice. Il fallait qu'il y ait de la vraie maltraitance avérée. La date d'audience de juillet est elle aussi arrivée, puis passée, sans aucune nouvelle de ma sœur. Le tribunal a donc dû décider s'il prenait les décisions sans elle, en la considérant comme un parent ayant abandonné ses enfants, s'il ordonnait son arrestation et sa détention jusqu'à la prochaine audience, ou s'il lui envoyait encore une convocation. À ma connaissance, nous attendons toujours leur décision. Apparemment, ce n'est pas courant d'avoir un tribunal familial sur des questions de garde sans qu'aucun représentant légal ni parent ne soit présent. Qui l'aurait cru ? Donc ça, c'était à prévoir, qu'elle n'allait pas non plus se présenter à la deuxième convocation. J'aimerais juste que tout soit terminé, évidemment, mais ce n'est pas à moi de décider. Donc je me concentre simplement sur la construction d'une relation avec les garçons. Je les vois environ une fois par semaine, soit seule, soit avec mon fiancé. Nous pourrions demander à les voir sans surveillance, mais nous n'en avons pas besoin. Nous comprenons que les garçons ont besoin d'être protégés, puisqu'ils n'ont pratiquement personne. Nous pensons toujours que nous avons pris la bonne décision en ne les accueillant pas chez nous. Mon fiancé a eu un été difficile avec une pneumonie, et nous n'aurions pas été en mesure d'être là pour les garçons. Nous ne sommes pas autorisés à assister au tribunal à proprement parler, mais comme nous sommes les plus proches parents des garçons, à garder le contact avec eux, les services de protection de l'enfance nous tiennent suffisamment informés, surtout maintenant que les visites avec eux ont repris. Je suis en paix avec la façon dont les choses se passent. Ça c'est très important. Oh là là, bravo à elle. J'aimerais qu'aucune de ces choses ne soit arrivée, et je me sens très coupable, parce qu'il semble que l'état mental de ma sœur était supportable avant que je commence à poser des limites, et qu'aujourd'hui elle est méconnaissable. Pas que je l'ai vue depuis des mois, mais quand même.
Mon fiancé dit qu'il pense que l'effondrement était inévitable et que c'est juste tombé à ce moment-là. Oui, et après le fait que la narratrice pose des limites, la narratrice sorte de ce jeu relationnel, en fait, a peut-être aussi précipité l'effondrement de C, ça c'est tout à fait possible. Après, est-ce que C s'est réellement effondré ou est-ce qu'elle est toujours dans le déni? Ça, voilà, elle a quand même, la narratrice n'a quand même pas de contact avec elle depuis des mois, donc on peut pas vraiment le savoir. Voilà, l'histoire s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu.